Première prise. C'est pas pour les prises, c'est pour raccorder le son et l'image. D'accord. Le clap est fait. Bon, quand vous voulez. Bah oui. Bonjour déjà. Bonjour. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu pourquoi vous êtes... moi, je suis curieuse de savoir pourquoi vous êtes engagé dans l'association France Parkinson et quels sont vos rôles respectifs dans l'asso. Tu veux commencer? Je peux commencer. Vas-y. Donc moi, c'est Maëlène et je suis donc chargée de communication chez France Parkinson et ça fait un peu plus d'1 an que je suis là. Et je me suis engagée dans le milieu associatif et aussi le milieu de la maladie, de la santé, parce que avant moi j'étais en agence de com et les valeurs ça me convenait pas. Et après moi côté personnel, j'ai mon grand-père qui a la sclérose en plaques et j'ai un frère qui a une maladie orpheline. Donc j'ai un peu, je suis aidante aussi, donc j'ai un peu de bagage et je voulais connaître beaucoup plus ce milieu-là et faire quelque chose où j'ai vraiment l'impression d'être utile en fait, que ce soit à la société, aux proches, aux personnes malades et d'être fière de ce que je fais en fait tous les jours. Voilà. T'as la double étiquette. C'est ça. Et moi, de mon côté, ça fait 2 ans presque que je suis à l'association France Parkinson en tant que chargée de développement du programme ADOPA. Donc, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'actions possible pour les aidants sur notre territoire français. Et comment j'en suis venue là? En fait, moi, je suis psychomotricienne de formation. Et j'ai travaillé 3 ans en EHPAD et j'ai poursuivi un master en gérontologie. Et c'est dans le cadre de mon stage de fin d'études du master que je suis arrivée à France Parkinson. Gérontologie. Gérontologie. Je sais pas ce que c'est. C'est tout ce qui inclut l'étude des personnes âgées. Ah, ok. Et la prise en charge des personnes âgées en France. Ok. Donc, c'est très large. Et donc, voilà, donc je suis arrivée à France Parkinson en tant que stagiaire. Et j'y suis restée après en contrat salarié pour m'occuper de la partie des aidants. Donc, j'aime beaucoup. C'est très complémentaire avec le terrain. En tant que psychomotricienne, j'étais beaucoup sur le terrain avec les patients directement. Et donc là, c'est pas du tout la même approche. Et donc, moi, j'ai repris vraiment le suivi territorial. Donc, quelles actions se passent où et comment accompagner nos bénévoles pour la mise en place de groupes de parole, de formation des aidants, de conférences à destination des aidants. Pour le développer de plus en plus dans les comités. Parce que, peut-être pour rappeler, France Parkinson, donc c'est une association avec plus de 700 bénévoles maintenant, qui en fait sont sur les territoires. Donc on a plus de 80 comités dans des départements différents. Et en fait, nous, on développe un peu les programmes donc à Paris, les salariés qui sont à Paris. Mais en fait, après, il faut les mettre en place, tout à fait. Et donc, voilà, c'est le travail de Louane d'aider à mettre tout ça en place dans tous les départements. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va former des psychologues, des aidants ressources qui sont bénévoles pour mettre en place des actions locales qui sont collectives. Donc, ça peut être des formations, des groupes de parole, des conférences, des réunions de sensibilisation. Et après, on a tout un panel d'actions qui est plus national et individuel, qui est directement coordonné par le siège de l'association. Donc, ça peut être orienté vers un entretien téléphonique avec un aidant. Ça peut être assisté à des webinaires, des choses comme ça. Ok. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et nous, c'est du coup Cécile et Iris, les créatrices de Parkipot. Moi, je m'appelle Cécile et donc j'ai la maladie de Parkinson depuis 12 ans. Je l'ai donc eu à 48 ans, ce qui était très jeune, un peu trop à mon goût. Et j'essaie de me battre pour rester valide et en forme. Et donc moi, Iris, la fille de Cécile. Moi, j'étais toute jeune quand maman a été diagnostiquée. J'avais 11 ans. Et donc, voilà, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais sinon, ça fait 1 an qu'on a créé Parkipot, du coup, qui a un compte Instagram sur lequel on essaye de réunir des malades comme des aidants pour discuter entre nous, échanger de conseils et surtout garder quelque chose de positif. C'était un peu le mot-clé qu'on s'est fixé dès qu'on a lancé Instagram. C'était vraiment d'en faire un endroit positif et pas un endroit où on va comment dire se déprimer les uns les autres.
Et pour l'instant, franchement, le pari est tenu. Ça fait 1 an et tous les retours qu'on a, c'est que c'est vraiment un rayon de soleil pour les personnes. Donc ça fait chaud au cœur. Et qu'est-ce qui vous a motivé à lancer Parky Pot il y a 1 an? Alors en fait, ce qui nous a motivé à lancer Parky Pot, c'était que moi, je parlais pas du tout de la maladie, jamais. Donc Iris, en fait, et moi, finalement, on finissait par être chacune dans un monde. Et ça circulait plus du tout. Et je crois qu'on a pris conscience un peu en même temps et que via ce compte Instagram, en fait, ça a libéré la parole. Et ça nous a permis, en fait, je pense, Iris, de comprendre ce que j'étais en train de vivre. Et pour moi, de comprendre ce que Iris était en train de vivre aussi. C'était une décision hyper spontanée. Le compte Instagram, ça aurait pu être autre chose, mais c'est que c'était la plateforme sur laquelle moi, je me sentais le plus à l'aise pour prendre en main la chose. Et après, c'était aussi un désir de la part de maman de communiquer autour de ce qu'elle faisait. Tout de suite, j'ai eu envie de parler notamment du ping-pong et de tout ça. Et Et de la marche, ouais. de la marche à pied, etc. Ouais, tout ça, ça a été vraiment fort comme volonté de ta part. Et puis, bah, moi, j'ai suivi. Et effectivement, ça a complètement ouvert le dialogue entre nous et entre d'autres personnes, j'ai l'impression aussi. Ça vous a vraiment permis, en fait, de rentrer dans le monde l'une de l'autre, au final. Ça nous a permis de rentrer dans le monde l'une de l'autre. Et ça nous a permis aussi de... Alors, en tout cas, pendant cette année, moi, j'ai eu la sensation qu'on grandissait ensemble. Enfin, si on peut dire grandir. Mais j'ai eu la sensation vraiment qu'on arrivait à construire quelque chose qui était au-delà de la maladie, au-delà de ta vie à toi, qui était une sorte de bulle comme ça qu'on faisait avancer devant nous. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, ça est survenu aussi à un moment donné où tes symptômes se sont vachement accentués en septembre dernier. Et ça a été une période assez compliquée. Enfin, moi, c'est la première fois que vraiment j'étais inquiète, en fait, sur les 10 années. Et donc, je pense que ça a aussi été peut-être un déclic. Et que cette histoire de bulle, c'était pour rebondir sur ça que je dis ça, mais qu'on a eu besoin, en fait, de créer un endroit où on se sentait, où on était toutes les deux et où on se sentait bien et où on pouvait parler. Et ça s'est matérialisé par Kipot, ça aurait pu se matérialiser autrement. Et on est hyper contente de comment ça avance. C'est pas toujours évident, mais c'est trop cool. Et avant ça, avant Parky Pot, tes questionnements, t'en avais jamais fait part à ta maman? En fait, je me posais pas de questions, je crois. Je sais pas si c'était dans le déni ou si juste vraiment. Enfin, en fait, je pense que ça venait aussi du silence de maman. Comme c'était pas du tout un sujet dans notre quotidien et qu'elle faisait tout pour pas que ça se voit. Et donc, tu as des moments où, oui, tu vas avoir tremblé, ça te fait une petite piqûre de rappel, mais bon, comme juste après, on passe à autre chose, bon, bah, enfin, je veux dire, ton cerveau, il switch aussi sur... et donc, en fait, on n'en parlait tellement pas que moi, je me posais vraiment pas de questions. Oui, j'avançais dans ma vie. Pour toi, tout allait bien, en fait. C'était vraiment... vu que c'est pas évoqué, comme si la maladie n'était pas là, tu le voyais pas. Ouais, c'est ça. Et le moment où j'ai commencé à me poser des questions, ça a été où tu avais perdu un peu le contrôle sur ta maladie. À ce moment-là, maintenant, c'est revenu bien. Parce qu'on dit que Parkinson, on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a passé des stades. Alors, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut quand même stabiliser les choses. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'au bout de 10 ans, on dit que 10 ans, c'est la lune de miel et qu'après, les symptômes, ils empirent et ils changent, etc. Et effectivement, ça, c'est la vérité. Ça, j'en suis la preuve vivante. Et est-ce que tu connaissais, enfin, qu'est-ce que c'était la maladie de Parkinson pour toi dans ta tête avant que vous puissiez en parler? En fait, la vérité, c'est que j'ai pas voulu qu'Iris nous connaisse le nom de la maladie. Quand elle avait 11 ans, je trouvais que ça avait intérêt. Et surtout, comme vous avez déjà accès à Internet, je voulais pas qu'elle aille voir sur Internet. Si vous avez fait Parkinson sur Internet, c'est la catastrophe, quoi. Donc, et puis bon, il y a aussi le fait que ce soit identifié comme maladie de vieux, qui fait aussi que ça rend la chose encore plus catastrophique. En fait, ça dépend vraiment. Il y a des personnes qui vont faire cette demande-là de « je veux rencontrer des personnes comme moi ». Donc, c'est vraiment leur demande principale. Et il y a des personnes qui cherchent du soutien, mais sans rencontrer d'autres personnes.
C'est pour ça qu'on a aussi des actions qui sont plus individuelles, des actions qui sont anonymes, pour ceux qui veulent pas forcément se dévoiler, mais qui veulent quand même des informations et avoir un contact. S'il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Oui, puis justement, je pense le fait de proposer tous nos différents programmes, c'est qu'on sait que, comme tu disais tout à l'heure, l'acceptation de la maladie, chacun va emprunter un chemin qui est le sien. Et nous, on essaye à France Parkinson de développer donc, des actions où, à chaque étape de ce chemin-là, de pouvoir trouver quelque chose et un soutien, puisque chacun doit prendre le temps qu'il veut, qu'il peut, et faut surtout pas brusquer. Et en même temps, faut se dire qu'il y a une communauté, on est là, et dès que la personne se sent prête, que c'est possible, et c'est ça. Oui, c'est vraiment ça, le but de nos 2 programmes, c'est de répondre au maximum de problématiques différentes en fonction que ce soit la localisation, que ce soit rencontrer des gens en groupe, en individuel, que ce soit simplement de la documentation, des choses plutôt en présentiel ou en distanciel. On essaye vraiment d'avoir ce panel-là. Bon, on est en constante évolution, amélioration en fonction des retours qu'on a aussi. Mais c'est vraiment l'objectif de toucher tout le monde, les aidants, les malades, en fonction de leur situation. C'est vrai que le côté j'ai pas envie de voir, je comprends que ça puisse faire peur. Et moi, est-ce que je répondrais à ça? Parce que toi, tu dis enfin, je t'ai déjà entendu dire plusieurs fois que tu as eu la chance d'avoir un Parkinson qui évolue lentement. Après 12 ans, voilà, on le voit, tu vois, tu es complètement autonome, tes symptômes, tu les gères encore. Mais au-delà du facteur chance, il y a aussi tous les efforts que tu as fait autour qui rentrent dedans. C'est sûr. Non, c'est sûr, il y a tous les efforts qu'on fait autour, mais il y a aussi tous les efforts que font les autres, que font les gens qui sont autour de vous pour être avec vous. Moi, je l'ai vu à mon bureau, je l'ai vu effectivement dans ma vie privée, pas surtout avec Iris, évidemment. Par sa présence, par plein de choses, le fait de m'accompagner au match, être là avec ses copains qui font du bénévolat pour venir donner des sandwichs à tout le monde pendant les Open Parkinson. Enfin voilà, il y a tout un... C'est comme si vous vous sentez un peu porté, quoi, aussi. Et ça aide énormément. Et comment vous arrivez dans votre binôme à pas faire la part des choses, mais à justement joindre ce rôle de mère, de fille, mais aussi de personnes malades, de personnes aidantes? Comment ça se passe au quotidien? Comment vous avez réussi à combiner tout ça? Je crois qu'on n'a pas... On ne s'est pas trop posé de questions. Hein. Toi, tu t'es dit, bon, elle est malade de Parkinson. Moi, je me suis dit, bon, c'est ma fille. Il faut qu'on vive. Je crois qu'on vit sans... On sait à peu près ce que fait l'une l'autre, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais après, il ne s'agit pas de bouffer la vie de l'autre, quoi. Il ne s'agit pas d'être en prise. C'est son espace. Chacun a son espace. Et après, il y a des moments de rencontre, des moments où on est ensemble vraiment parce qu'on a envie d'être ensemble. Et sinon, effectivement, Iris, dès qu'elle sait que, par exemple, que j'ai un objectif, elle se met en marche pour que je puisse atteindre cet objectif. Donc, et elle sait aussi que, c'est évident, mais si par exemple je vais faire un match, évidemment que si elle est là, ça m'aide, c'est une évidence. La présence, la communication, le fait d'avoir quelqu'un, soutien mental. Un soutien mental. Et comment ça s'est passé, Iris? Tu as posé des questions, par exemple, sur les différents symptômes de la maladie, de la maladie en général, ou tu as fait toutes tes recherches un peu toute seule? Ouais. Alors, j'ai pas fait de recherche vraiment seule parce que j'avais eu l'interdiction jusqu'à il y a 1 an d'aller sur Internet et de chercher Parkinson sur Internet. Et j'ai toujours respecté, je tiens à le dire. Bravo. Bravo, ouais. Ça fait là, j'ai commencé il y a 1 an et je vais uniquement sur France Parkinson et Québec Parkinson. C'est les 2 sources que j'utilise. Je me suis jamais baladée sur un autre site Internet. Donc en fait, en essayant de créer du contenu, je me suis retrouvée à faire des recherches et à en apprendre plus. Et aussi à en parler forcément avec maman. Oui, donc ça s'est fait au final très naturellement et au fil du temps.
C'est pas une journée où toutes les infos en même temps. C'est Non, vraiment... non, ouais. Oui, vous évoluez vraiment en fait au rythme de l'une de l'autre et C'est ça. du temps de la maladie en Et fait. puis du temps qu'on peut avoir ensemble, parce Ouais. que par exemple, la Iris, elle était quand même en Erasmus l'année dernière en Allemagne pendant 4 mois. Là, elle va partir pendant 6 mois à Bangkok. Donc il faut, voilà, il faut bien qu'elle fasse sa vie. Ah, c'est aussi ça, C'est se important. laisser notre espace. Puis moi, ça me fait du bonheur de savoir qu'elle est heureuse. Hein, c'est pas... Et après, on va de toute façon s'appeler peut-être plus fréquemment pour prendre des nouvelles, pour On va faire des WhatsApp avec vidéo. faire des vidéos, des FaceTime, bien sûr. Et puis on compte pas le laisser à l'abandon par Kipote. C'est un peu une prise de tête, j'avoue, depuis quelques semaines pour réussir à anticiper ce départ. Parce que l'Allemagne, en vrai, c'était pas forcément beaucoup plus court. Hein. Je suis restée 4 mois, là j'y vais 6, bon, c'est pas... Mais le fait que ça soit aussi loin, plus ce décalage horaire, on essaye d'un peu plus anticiper. Et c'est pas évident de trouver comment anticiper ça, oui. Ouais, Parce qu'on va le faire. Ouais, Parce c'est un peu compliqué. Ouais, on a l'habitude de faire ça hyper spontanément. Et du coup, là, d'essayer d'anticiper, c'est dur. En vrai, on n'y est pas trop arrivé. Pour l'instant, on n'est pas trop arrivé, non. C'est sûr, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Et puis c'est vrai que gérer la distance géographique, le décalage horaire, comme tu dis, ça peut être plus difficile aussi. Entre vous de créer ça. Donc en fait, je pense que la solution, c'est d'aller à Bangkok. Ça peut. Laisser son espace. Laisser son espace de vie. Bravo. Quelle belle illustration. Non, mais on a beaucoup, enfin, moi qui m'occupe de gérer les demandes sur notre boîte mail aidant, j'ai beaucoup de questionnements de personnes qui ont un parent malade sur la distance géographique. Ouais. Sur j'habite à 200 km de ma maman, elle est atteinte de la maladie, je sais pas vraiment comment apporter une aide qui est efficace, comment être auprès d'elle en étant loin, est-ce que j'abandonne ma vie personnelle et professionnelle, comment combiner tout ça. Et donc là, le fait d'évoquer les Erasmus, ça me fait penser à ça. Oui, ça va être des nouveaux sujets pour Parcopote. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr, enfin, on va en parler. L'éloignement, ça va être un vrai sujet. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis accepter aussi de partir. Il y en a qui décident de jamais partir trop loin. Il y en a d'autres qui décident de faire leur vie et d'être le plus présent à distance. Quels moyens tu peux mettre en place pour être présent à distance, selon aussi, encore une fois, l'autonomie de chacun. Je veux dire, moi, maman, elle est 100% autonome. Je veux dire, mon soutien est émotionnel. Mon soutien est 100% émotionnel et psychologique. Mais après, sur des actions du quotidien, où il y a un sac de courses trop lourd, voilà, vous devez le prendre. Mais c'est minime. Il y en a qui ne sont pas dans notre situation, qui sont dans des situations de stade beaucoup plus avancées, où là, la distance géographique, effectivement, je pense, devient compliquée s'il n'y a pas, en vrai, tout bêtement, aussi les moyens financiers d'avoir des aides à la maison. Pour dire aussi qu'on va lancer donc des actions pour le public spécifique des personnes qui ont un parent malade. Dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Iris. Et donc, dans le cadre de ces actions-là, on va développer des rendez-vous aidants. Mon parent est malade sur des thèmes très spécifiques. C'est des rendez-vous qui seront en visio, où il y aura 30 minutes d'apport vraiment théorique par un professionnel, suivi d'1 heure d'échange avec les participants, donc tous les échanges que vous voulez. Et il y aura un thème sur les aides pour les aidants. Ok, trop bien. Avec quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, qui pourra renseigner sur ce... Et donc, il y aura le premier en mars, le deuxième en juin, le troisième en septembre et le quatrième en décembre. On va publier... Il va être bien celui de septembre, non? Celui de septembre, il me semble qu'il va être spécial, avec un invité spécial. Donc, il y aura un thème avec Iris. Moi, j'ai une question depuis le début de notre interview qui me taraude. Est-ce que vous avez eu un témoignage ou un moment depuis que vous êtes dans l'association qui vous a marqué, que ce soit un proche ou un malade, ou que ce soit quelque chose que vous avez appris
Est-ce que vous avez un moment donné qui a été fort en émotion? Ouais. Moi, je pense que c'était justement l'espace immersif lors du village par cœur de l'an dernier. J'allais dire pareil. Puisque du coup, vu que 2024, c'était les 40 ans de France Parkinson, Ouais. on a fait un événement J'y en étais. mars. Oui, je me souviens. C'est vrai. Et pendant ce village, avec Loane, nous, on était dans l'espace immersif. Et en fait, Tu peux nous décrire ce que c'était? l'espace immersif, oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai créé. L'idée de Donc, Maëlle. Trop bien. en fait, le but, c'était de sensibiliser toute personne qui ne connaît pas la maladie de Parkinson et d'essayer en fait de montrer au maximum quels sont les symptômes de la maladie et qu'est-ce que ça impacte au quotidien. Ok. Donc en fait, c'était de trouver du matériel qui puisse ressembler aux symptômes avec des actions du quotidien, puisqu'en fait, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Sur par exemple comment on s'habille, ou la cuisine, ou se lever d'un siège, passer le pas des portes, ou parfois ça peut accélérer le freezing. C'était vraiment d'essayer de sensibiliser en faisant, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on essaye de se mettre à la place de quelqu'un et de vivre même une petite partie, ça permet de tout de suite mieux comprendre. Et en fait, donc pendant cet espace-là, on a eu énormément de monde. Énormément. Et en fait, moi au début, je pensais que ça allait être plus des personnes vraiment qui connaissaient pas la maladie. Au final, ça a été beaucoup de personnes proches et aidantes. Ouais. Et Beaucoup donc, de personnes. Beaucoup de oui, personnes beaucoup aidantes. de personnes. Et en fait, il y a eu beaucoup de personnes, d'enfants notamment, qui sont venus avec leurs parents et en testant les différentes actions qu'on avait prévues à l'espace immersif, c'était une réalisation. Ouais. Mais c'était tellement... Je sens limite que t'es encore un peu émue. Ah ouais, C'était c'était vraiment intense. On Ouais. voyait vraiment dans leurs yeux, ils disaient, ah, mais c'est ça que tu Ouais. ressens quand tu coupes les légumes, c'est ça quand tu écris. C'était vraiment impressionnant, hein, tout ce qui est ressorti de cet espace. Puis de se dire, ah mais moi ça fait que 20 minutes que j'ai ça, mais toi c'est toute la journée. Ouais. C'était en fait, on voyait que ça ouvrait aussi un dialogue et qu'il y allait avoir un après. Donc c'était hyper... Ouais, non, c'était fort. ouais. Et donc j'espère qu'on va pouvoir aussi En refaire un. en refaire. Vous alliez parce que- utiliser quoi pour simuler les symptômes? Alors, ouf, on a fait pas mal C'est Il y avait hyper des- intéressant. Tu y es allé toi? Il y avait des gants. Bien sûr. T'as pas pu essayer, Bah tu non, les je as l'ai déjà. déjà. Je suis déjà. J'ai déjà des gants au quotidien. Ouais, on avait des gants avec stimulation électrique qui simulent les tremblements. tremblements Ok, ou waouh. des spasmes. En fait, sinon, on a créé pour simuler tout ce qui est freezing et en fait, le fait aussi de devoir bien détacher ses mouvements. Ouais. On a fait un tapis en fait avec des grandes bandes de scratch où on mettait la deuxième partie sur les chaussures et ça couplé à des poids sur les jambes ou sur les bras. Et Et des sur les attelles. bras et des attelles aussi Ouais. pour bloquer le C'était mouvement. compliqué. Ça faisait un peu la combinaison totale où en fait après faut marcher avec tout ça et en général on envoyait les personnes faire 1 ou 2 tours de l'espace pour qu'il y ait aussi un peu la fatigue quand même pour montrer que plus on passe de temps et plus c'est lourd, c'est pesant et après de marcher avec ça là aussi on voyait bien sur les têtes des gens que ah oui, donc tu fais pas exprès en Quand fait même, quand t'arrives ouais. pas à marcher. Bah non. Il y a eu pas mal de petites réflexions comme ça sur le ton de l'humour en fait. Mais derrière, on voyait que... Ça te débloque un peu. Ouais. Tout à fait. C'est une super bonne idée. Ouais, c'était un super moment. C'était hyper. Moi, pour ma part, quand je suis arrivée à l'association dans le cadre de mon stage de fin de master, du coup, j'ai dû faire un mémoire et j'avais choisi la thématique du tennis de table. Ah, trop drôle. Et ouais, j'avais étudié comment le tennis de table pouvait réduire les impacts de la maladie. Ok. Et donc, j'avais envoyé un questionnaire. Je sais plus, j'avais eu 75 réponses, je crois. C'était quand même pas mal sur questionner purement les ressentis des joueurs avant la séance, après la séance, en termes de motricité, de lenteur, en termes aussi de tout ce qui est symptômes psychologiques, de tristesse de l'humeur, des choses comme ça.
Et faire cette étude-là, ça m'avait vraiment apporté... Enfin, j'avais réalisé plein de choses parce que je connaissais bien la maladie, mais je m'étais jamais penchée sur vraiment les symptômes, qu'est-ce que ressentaient les personnes et l'activité physique dans tout ça. Et en fait, les résultats étaient bluffants parce que vraiment, ça montrait que ça améliorait, grosso modo, tout le panel de symptômes que quelqu'un pouvait ressentir. Et je m'en rappellerai toujours, j'étais allée au club à côté de Paris 13, à côté du siège, pour rencontrer les joueurs une première fois. Et donc j'avais juste assisté à la séance et j'en avais vu arriver qui avaient du mal à enlever leur veste et je me demandais honnêtement comment ils allaient pouvoir faire 1h30 de tennis de table. Et en fait, au bout de 20-30 minutes, les mouvements ils devenaient plus fluides et puis ça avait une rapidité dans la balle. Enfin, c'était impressionnant. Et j'étais vraiment bluffée par ça et je me suis dit, bah, c'est vraiment sur ça que je veux faire mon mémoire. Donc je pense que c'était un des temps forts que j'ai eu à France Parkinson quand je suis arrivée en tout cas. Mais est-ce que quand on fait des activités parallèles, c'est pour se faire du bien? Si on commence à sentir qu'on se fait du mal, il faut arrêter tout de suite. C'est sûr. Clairement. Et c'est pour ça qu'il faut trouver aussi l'activité qui correspond à chacun. À chacun. C'est pas... pas facile. Et pour rebondir sur le sujet, du coup, discuter de ces choses-là avec des personnes qui vivent la même situation, toi Iris en tant qu'aidante, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça fait? Moi, ce qui m'a le plus aidé, ça a été d'abord d'en parler avec mes proches. Mais je pense que ça peut se faire dans l'autre sens. Dans mon cas à moi, j'ai d'abord parlé avec maman avant d'en parler avec d'autres enfants. Parce que c'est via maman que j'ai rencontré d'autres enfants dans un premier temps. Je pense que ça peut se faire dans l'autre sens. Ce qui est important, dans tous les cas, c'est de réussir à parler, que ce soit avec d'autres enfants ou avec un psychologue ou avec ton proche ou ton frère, peu importe, un ami, peu importe. Mais réussir à en parler, c'est sûr parce qu'on ne peut pas être seul là-dedans. Parler avec d'autres enfants. Ce qui est génial, c'est que tu parles avec des gens qui comprennent ce que tu vis. Et tu parles avec des personnes avec qui tu n'as pas besoin de recommencer depuis le début, de tout expliquer, c'est quoi Parkinson, c'est voilà. Et ça permet aussi de croiser les regards sur la vie de chacun, sur le partage de ses astuces, et puis parfois juste un soutien. Nous, moi, je parle pas forcément de one-to-one avec d'autres enfants. Mais par contre, via Parkipot, on a un groupe enfants de Parky sur lequel on est une bonne cinquantaine à être tous des enfants de Parky. Et dessus, on s'écrit et chacun fait part de ses questionnements ou de ses interrogations. Et je pense que ça en aide beaucoup. Donc, pour les aidants, c'est jamais... Enfin, voilà, c'est jamais trop tard, entre guillemets. Je veux dire, c'est un moment, c'est une épreuve dans la vie. Mais il faut réussir à un moment donné ou à un autre à en faire quelque chose, une force intérieure. Pas dire qu'on va en faire quelque chose d'une force de vie, mais en tout cas une force intérieure, ça c'est sûr. Ça développe des qualités qu'on n'aurait jamais développées si on n'avait pas vécu cette épreuve, comme toutes les épreuves de la vie, je pense. Voilà. Et pas oublier d'appuyer sur la flèche verte. Envoyer. Le nombre de choses, elle dit. Alors, t'as vu? Je l'ai pas reçu. Je l'envoie pas. Ça, c'est un problème. Je commence et j'oublie de cliquer ça ne pas tout le monde. Ouais. C'est quand même un truc fort dans tes symptômes, sur l'envoi de messages, mais sur plein d'autres choses, tu commences une action et ça se termine pas. Ouais. Ça, c'est difficile à gérer pour les aidants aussi. Hein. Ouais, c'est difficile à gérer pour moi aussi, au travail. Ouais, j'imagine. Parce qu'il suffit que je sois distraite par quelque chose, ou que quelqu'un vienne me dire quelque chose, et hop, ce que j'étais en train de faire, zoom, c'est parti, et je passe sur autre chose, et je zappe complètement ce qui s'est passé après. C'est pas de l'attention, c'est trouver de l'attention, c'est différent. C'est sûr que c'est tout l'attention. Et comment tu gères ça, toi, en tant qu'aidante ça, j'avoue que c'est un peu un symptôme qui est dur à gérer parce que en fait, ça te met dans une position où tu dis quelque chose et maman elle est assurée à 100% qu'elle va le faire et que ça sera fait. Mais toi, en tant qu'aidant, tu sais pas si ça va vraiment se faire. Ouais.
Et parfois, du coup, c'est un peu dur parce que j'ai pas envie d'être là derrière à tout le temps dire alors. Et en même temps, bah, il y a des... Enfin, du coup, t'as envie de faire à la place mais c'est pas la bonne solution. Donc, ça, c'est un symptôme qui est... Moi, j'ai un peu plus de mal avec celui-là. De toute façon, je trouve que c'est les symptômes psychologiques sont plus durs à gérer que les symptômes moteurs. Parce qu'au début, je pense que d'un point de vue extérieur, on peut croire que c'est de voir des tremblements ou des freezing, que ça fait peur et que ça peut être choquant pour un enfant. Je sais pas si c'est parce que moi, j'ai ça depuis que j'ai 11 ans, mais pour moi, c'est pas du tout choquant de voir maman trembler. Ça me fait pas du tout peur, ça me fait ni chaud ni froid. Mais par contre, les symptômes psychologiques, c'est plus invisible ou pas moteur, en tout cas, c'est plus difficile. Je pense que ce qui rend le truc difficile, c'est que c'est intouchable. Pas comment vraiment t'aider, puis tu sais pas comment toi-même tu le perçois. Je veux dire, un tremblement, c'est un tremblement. Il n'y a pas mille façons de l'interpréter. Mais j'ai oublié. Est-ce que tu as oublié parce que dans le fond, tu n'as pas envie de le faire? Ou est-ce que tu as oublié parce que... est-ce que tu l'as pas fait parce que tu as vraiment oublié? Ou est-ce que moi, j'en demande trop? Ou pas assez? Et tu as genre mille et une possibilités de réponse à pourquoi est-ce que j'ai fait quelque chose, tu vois. Donc ça se mélange avec d'autres trucs. Qui impacte direct sur la relation en plus, du coup, parce que vous avez toutes les deux votre interprétation. S'il n'y a pas une bonne communication, ça peut créer des... Ça peut générer de la mauvaise humeur. Ou de la mauvaise humeur, ouais, c'est ça. Des tensions qui n'ont pas forcément lieu d'être sinon. Ouais, c'est clair. Ouais, surtout sur Parkipot, parfois ce qui est difficile, c'est de trouver ce truc de... Enfin, moi, j'ai pas envie d'être tout le temps, tu vois, derrière à faire pression, mais un peu à pousser pour que ça avance. Mais en même temps, j'ai l'impression que parfois, si je ne le fais pas, bah ça se fait pas. Et en même temps, parfois, d'un coup, il y a un déclic et genre, il y a plein de trucs qui avancent d'un coup parce que c'est hyper dur de comprendre comment ça fonctionne. De comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'organise dans tes journées. C'est très lié à l'état psychologique dans lequel on est. Oui. Donc et le problème de Parkinson, c'est essentiellement la fatigue. Donc on cherche à faire des vidéos quand on a crevé. Ouais. Et à un moment donné, c'est juste pas le rôle, quoi. On fera un bêtisier, c'est pas le bon mot. Mais les backstage, les vidéos, quand on voulait présenter les livres, genre qu'est-ce que ça donne quand on essaye de filmer alors que t'es off? On peut le faire dans ce sens-là. Et heureusement que je suis interprétée parce qu'elle garde son sourire de façade. Il faut trouver des astuces, détourner les problèmes. Puis ajuster au jour J, au moment présent en fait, puisqu'il y a des choses qui peuvent très bien marcher. Parce que super énergie, il y a le beau temps qui va avec, c'est la semaine parfaite. Puis 2 semaines plus tard, c'est pas du tout la même énergie et le même mood et du coup ça passe pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est un peu l'histoire de Parkinson en fait. C'est ça. C'est s'adapter vraiment d'une heure sur l'autre, contourner les problèmes et surmonter les obstacles. Non mais il y a un truc un peu comme ça, il faut réussir à s'adapter. Être flexible. Ouais, beaucoup. Il faut être patiente en fait. Patiente et flexible aussi, c'est pas mal, c'est un bon mot. Mais pour toi aussi, tu dois être patiente. Les personnes malades comme les personnes aidantes, je pense. Oui. Les dents flexibles, ça c'est très vrai. Patient, c'est pour les deux, parce que comme ça, il faut des moments où je vois quand tu perds patience avec toi-même. Oui, le matin, ça m'arrive de perdre patience avec moi-même parce que c'est tellement compliqué de se mettre en doute. C'est toute la machine est complètement à côté, quoi. Donc, il n'y a pas d'énergie. On est aussi fatigué. Il y a des matins où je me réveille, je suis aussi fatiguée quand je me suis couchée le soir. J'ai encore plus mal aux dents. Enfin, ça met pas dans de bonnes dispositions. Ça met pas dans de bonnes dispositions pour commencer la matinée, c'est sûr. C'est un peu comme si tous les jours tu te levais du mauvais pied et qu'il fallait réussir à surmonter, tu vois. Ouais, et avec de bonne humeur. Ouais. Alors que nous, quand on se lève du mauvais pied, on est gros on reste toute la journée du mauvais pied, tu vois.
Eux, tous les jours, ils se lèvent du mauvais pied et ils doivent réussir à passer au-dessus. Mais vous, ça vous a apporté quoi de travailler dans ce milieu-là? Et question profonde, attention. Mais ça vous a apporté quoi de travailler dans ce milieu-là plutôt que dans un autre? Et vous êtes chez France Parkinson Bah, moi, j'ai toujours été dans le milieu médical. Du coup, moi, personnellement, ça m'a sorti des institutions médicalisées, en fait. Parce que je connaissais pas le monde associatif. Je connaissais vraiment que les structures de soins qui prennent en charge les patients, peu importe la pathologie. Et c'est pas du tout le même regard, c'est pas du tout les mêmes liens. Il y a énormément de bienveillance, d'entraide. J'ai découvert tout ça, en fait, en venant à France Parkinson. C'est surtout ça, je dirais, pour moi. Et personnellement, c'est hyper riche. On a envie, en fait. Ok, nous, on travaille dedans, donc c'est encore autre chose, c'est notre métier. Mais on a quand même envie de participer à cette communauté et ça donne une motivation aussi, je trouve. Pour ce qu'on fait, les actions qu'on fait, on voit directement qui on touche, le bien que ça fait. Et c'est hyper valorisant, en fait. Trop bien. Moi, je dirais c'est sur la mise en perspective de la vie en général, dans le sens où... c'est profond aussi. Typiquement, se lever de mauvaise humeur parce que quelqu'un roulé en Vélib dans une grosse flaque d'eau et du coup tremper maintenant et donc arriver au travail avec pas très bien, gronchon et tout, puis en fait à côté avoir ces personnes avec une force incroyable et du coup je mets tout en perspective et me dire mais de quoi tu te plains? Ouais, non mais tout à fait. Et en fait je trouve que ça remet un peu les pendules à l'heure et je sais pas, sur une nouvelle ligne, un nouveau rythme qui fait que je pense que j'ai pris conscience de pas mal de choses et du coup de voir aussi que c'est une prise de conscience que la société devrait prendre aussi. Donc ça donne envie de faire plus, d'aller plus loin et de se rendre compte qu'il y a un vrai sujet et que il y a du boulot. Ouais. Qu'il faut rester positif parce que c'est comme ça qu'on avance le plus vite et que le mieux et que qu'il faut qu'on y aille quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est encourageant et en même temps parfois on se dit j'ai toujours envie de faire plus quoi. Donc il faut aussi se donner les moyens, mais très positif. Franchement moi ça m'a de rencontrer autant de personnes malades et aidantes avec une force toujours positive, c'est incroyable. Donc ça rebooste aussi et redonne une certaine énergie. Ça, c'est vrai que les Parkinsoniens sont particulièrement positifs. Oui. Alors ça, j'ai remarqué ça et particulièrement sensible. C'était un plaisir en tout cas. Plaisir partagé. Et on se retrouve du coup toutes les... En septembre. En septembre. De toute façon. Pour notre rendez-vous aidant. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.